record. Tu vas me laisser quelques secondes une fois que ça a démarré pour pas louper mon intro et on est bon. Aujourd'hui, on est en présence de Hugo Frering. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Du coup, Hugo, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais? Alors, j'ai un parcours assez classique en termes d'études. J'ai fait une école d'ingénieur à Lille, passionné de projets et d'entreprises humaines. Donc, ça a commencé assez jeune dans l'associatif. Puis après, à l'école, il y a eu le BDE, divers projets. Notamment, on a monté une radio dans la musique. Donc, voilà, on s'est éclaté. Et il y avait un vrai projet. Et moi, ce qui me branchait, c'était de fédérer les gens autour d'une vision et de quelque chose qu'on fera ensemble. Et de trouver les bonnes compétences et puis que chacun ait le cadre idéal pour s'exprimer. Et ça a toujours été un truc que j'ai adoré. Donc après, je suis parti faire un peu de gestion de projet dans mon métier initial qui était la construction. Donc j'ai fait des chantiers à l'étranger. Et puis je suis rentré en France et là, je me sentais d'avoir besoin de liberté comme j'en avais à l'expatriation. Et donc j'ai voulu monter une entreprise. Je me suis rendu compte que très vite, pour réussir sur la durée, il fallait être plusieurs. Donc, je me suis associé avec un ami d'enfance qui était développeur et un autre ami, et on en est venu à ce projet-là. Donc, qu'on dirige aussi aujourd'hui tous les trois, qui est Choco. Donc voilà, avec Maxime et Raph. Donc, un parcours plutôt classique sur les études et après un peu atypique sur l'expatriation. D'accord. Oui. C'est le premier projet que tu as lancé, ça, réellement, ou il y en a d'autres où tu t'es lancé, puis ça c'est pas allé bien loin et que tu nous as skippé dans l'histoire? Alors là, c'est la première entreprise que j'ai montée. J'avais jamais monté d'autres projets. Par contre, j'avais déjà managé des projets avec de l'argent avant. C'est-à-dire, typiquement le bureau des élèves, on avait un gros budget annuel à gérer, etc. Pareil pour la radio. Au final, c'était un projet associatif, mais j'avais un budget, ça devait être rentable, etc. avec des dépenses. Donc, c'était un peu des manières de s'entraîner. Mais par contre, c'est la première vraie entreprise que j'ai montée, c'est Choco, ouais. C'est intéressant ça parce que je crois que t'es pas le premier maker que j'ai dans le podcast, même c'est souvent arrivé qu'ils aient tous été dans le BDE de leur école. Ça devient limite un critère déterminant pour être un entrepreneur, j'ai l'impression. Mais Ben, on apprend ok, plein de choses en fait. On apprend à gérer des objectifs alors qu'on a une pression à côté qui est celle des cours et on apprend à gérer un peu avec ce qu'on a. Et on a des obligations de l'administration, on a des obligations des étudiants, du cadre dans lequel on doit respecter, un cadre légal aussi, parce qu'organiser des soirées, organiser des activités, c'est dans un cadre légal. On a un budget à gérer et au final, c'est un peu avant de rentrer dans la cour des grands. Je trouve que c'est des bons entraînements en tout cas. ouais, ça je suis clairement d'accord avec toi, c'était un putain d'entraînement. Mais surtout en plus quand tu es dans des écoles un peu grandes où tu as beaucoup d'étudiants à gérer, d'un coup tu as une responsabilité de plein de gens, quitte à ce que tu fasses des way où tu vas les amener quelque part et genre t'es à l'école et d'un coup tu as la responsabilité d'énormément de gens, donc c'est assez impressionnant, j'ai trouvé personnellement, mais t'apprends énormément. Et puis tu apprends à être dans l'esprit qui est ultra important, je trouve, pour une entreprise. C'est que pour moi, c'est très difficile de d'aller sur un projet sans associé, sans compétences extérieures. Et au BDE, vu qu'on est plusieurs à gérer, on apprend à gérer avec les autres et à gérer avec la matrice de compétences qu'on a autour de nous. Et ça, je trouve que c'est avant l'entrepreneuriat, c'est idéal, quoi. Mm. Et tu sais que c'est un truc qui, ça fait vachement un écho au podcast, à Indie Maker, etc. Il y a plein de gens qui se lancent dans des business en solo, mais qui comprennent pas que l'écosystème qu'ils ont autour d'eux, il est quand même très important. Même si tu crées un business tout seul, tu as besoin d'être entouré par d'autres entrepreneurs qui vont te conseiller, des mecs qui vont pouvoir t'aider de temps en temps, peut-être. Enfin, il y a vraiment un écosystème à se construire parce que tout seul, on va nulle part. Mm. Et il y Et, avait une phrase que j'avais adorée de notre tout premier incubateur, on était à l'EM, et il nous disait, il y avait quelqu'un une fois qui m'avait dit une chose qui était très vraie, c'était que on n'est pas propriétaire de son projet, on en est seulement le capitaine. Et en fait, c'est assez vrai ça, c'est que il y a plein d'autres gens qui vont faire avancer le projet, et nous, on n'en est que celui qui tient la barre, mais on n'en est pas le propriétaire, quoi. mm. C'est intéressant ce point de vue parce que on a aussi du mal à le considérer, je pense, pour les utilisateurs de notre produit, nos clients.
c'est aussi des gens qui servent à construire le produit et qui vont l'amener quelque part. Et c'est pas vraiment toi qui vas choisir finalement, c'est eux parce que eux ils sont clients, ils sont prêts à payer pour certaines choses et pas d'autres. Et du coup, bah, en quelque sorte, si tu sais bien les écouter, bah, c'est carrément eux qui vont Mmh. et c'est toi qui tiens la barre, bien sûr, mais c'est quand même, une grande partie des choses viennent d'eux, quoi. Et Ouais, complètement. c'est pour ça qu'on voit, de plus en plus d'outils comme, Canny.io, que je trouve trop stylé, qui permet de facilement intégrer dans ton produit un feature board, quoi. Les gens peuvent Mmh. voter pour des features et les proposer. Ça c'est génial. C'est génial cette Mmh. interaction que tu peux avoir avec tes propres utilisateurs pour aller, bah, pour rendre ton produit fabuleux pour eux, quoi. Ouais, et avoir un recul sur la situation, ouais, c'est top. C'est ça, ouais, parce que des fois, bah, le capitaine, il est aveuglé, quoi. Il voit pas le C'est bon ça. truc et si tu Mmh. écoutes pas autour de toi, bah, tu vas dans le mur, quoi. Ouais, complètement. Je pense que c'est une qualité, déterminante en tant qu'entrepreneur de savoir écouter, ce qu'il y a autour de Mmh. toi et pas être, souvent on dit qu'il faut être rêveur en tant qu'entrepreneur, tu sais, penser un peu à des trucs qui est impossible pour pouvoir essayer de les réaliser, mais il Mmh. faut quand même aussi être capable d'écouter ce qu'il y a, les signaux autour et choisir les bons, quoi. Je pense que c'est Mmh. même plutôt ça Exactement. un bon entrepreneur, c'est celui qui sait écouter tous les signaux qu'il y a et choisir les bons à chaque fois. Exactement, ouais, complètement. On est d'accord. Bon du coup, revenons un peu à ton projet donc, avant que tu le crées, tu es parti à l'étranger, tu es parti faire quoi à l'étranger? Je faisais des travaux pour l'Union européenne, donc dans le cadre du soutien aux pays en voie de développement. On envoie des entreprises et donc des gens comme moi aider les pays en voie de développement sur des chantiers. Donc moi, je faisais des routes au Tchad. Euh, concrètement, on construisait des routes et après, bah, on participe à former des gens sur le terrain, à savoir manier les machines, les gérer, etc. Donc il y a toute une partie sociale avec la formation des gens sur place et puis toute une partie apport de compétences et de matériel pour mener le projet à son terme. Donc voilà, donc j'ai fait un peu plus de 3 ans Comme ça? en Afrique centrale, ouais, voilà, c'est ça. OK et qu'est-ce qui t'a amené du coup à ton projet d'aujourd'hui? Comment vous avez eu l'idée? Bah, au bout d'un moment, j'ai souhaité et puis bah, en rentrant dans une grande, enfin j'étais déjà dans une grande société, un grand groupe de construction français. Bah, en France, je me suis retrouvé vite dans une case. Et si j'avais adoré l'Afrique, c'était parce que justement, j'étais pas dans une case et parce que on avait quand même beaucoup d'autonomie et ça, j'avais adoré. Et donc, je me suis dit, bah, c'est le moment de peut-être de lancer une société. J'en ai parlé à des amis autour de moi et j'ai regardé que il y avait plus de chances de réussir à plusieurs que tout seul. Donc, du coup, bah, je me suis associé avec des personnes que je connaissais de longue date et que je savais qui étaient des gens de confiance. On a commencé à faire de la haute montagne pour voir comment réagissait l'association à trois. Donc le programme, c'était de faire le Mont Blanc ensemble. Donc on a commencé, on a fait le dôme des écrins, etc. Pour voir comment les gens s'entraidaient, comment les gens réagissaient dans les situations difficiles, quand ils avaient faim, quand ils avaient froid, qu'ils avaient le mal des montagnes, etc. Et d'ailleurs, on a fini par faire le Mont Blanc il y a un peu plus d'un mois et demi, après 4 ans. Donc après différents entraînements, ça s'est fait sur la durée et on était en haut le 14 septembre pour les 4 ans de la boîte. Donc c'était énorme. Et voilà, donc ça, on a soudé les gens, on en est arrivé là et après on a essayé de trouver plein d'idées. J'ai Et l'impression puis que c'est une dynamique chez toi qui revient souvent ça de vouloir relever des challenges pour un peu révéler ce qu'il y a dans les humains dans tes équipes, puisque c'est ce que ça, tu ouais. essayé de dire en off tout à l'heure, c'est que tu poussé les développeurs à pitcher, le projet. Donc Mm. c'est vachement intéressant cette vision. Pourquoi comment, on va dire, tu es arrivé à comprendre que pour toi, dans ce que tu voulais faire, c'était si important? C'est dans ce que tu as vécu au Tchad avant, ou ça vient Bah, d'où? j'ai toujours trouvé que les gens avaient des ressources insoupçonnées, qu'il y avait beaucoup de gens, enfin notamment j'étais en école d'ingénieur, il y a beaucoup de gens qui sont timides et on se rend pas compte de la valeur qu'ils ont en fait, parce qu'ils osent pas se mettre en avant, etc. Et si on arrive à leur créer le bon cadre, eh ben ils font des trucs de dingue quoi. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien mettre le bon cadre pour que les gens ils aient tous les outils pour faire un challenge de dingue. Et s'il se plante, c'est pas grave. Ensemble, on va comprendre pourquoi il s'est planté et on va réussir à faire mieux. Et en fait, c'est à partir du moment où les gens comprennent que ils ont un vrai intérêt à être là parce qu'ils vont apprendre, qu'ils vont pouvoir se dépasser dans un cadre bienveillant,
bah en fait ils te le rendent au centuple quoi. Les équipes se défoncent, les associés sont au top et créer ce cadre-là, moi j'adore. Et après bah il y a le côté aussi défi, ouais, de se dire je suis monté en haut, j'ai réussi une boîte, machin. Même si pour monter en haut du Mont Blanc, on l'a planté, hein. On a essayé, enfin, il y a un moment on a voulu le faire, on n'y est pas allé, etc. Donc souvent les histoires entrepreneuriales qui réussissent, on raconte Oui, on raconte, l'arrivée, mais ouais, on on raconte pas raconte les galères que d'avant. comment ça s'appelle, Ouais, là où t'es arrivé, t'es gagnant, quoi, c'est ça, mais pas le exactement. chemin. Bah, d'où ma question de Ouais. tout à l'heure, en fait. Est-ce que t'as fait des projets qui n'ont pas marché avant d'arriver à faire celui-là? Parce que c'est vraiment un truc que j'essaye de diguer dans ce podcast. C'est quoi le parcours que toi t'as eu pour que les gens ils comprennent que il y a aucun entrepreneur jamais ou alors c'est genre un coup de chance comme il gagne au loto, quoi. Genre il fait un projet, il fait aucune erreur, ça marche. Mais ça c'est le loto, c'est pas la vraie vie. C'est- Moi, je pense que un projet qui est réfléchi et qui est mené avec objectivité, il peut pas planter. Parce que je pense que, en fait, euh, bien sûr que tu peux te planter et que demain, ça se trouve, la boîte, on la termine. Mais même si la boîte, on l'a finie, ça sera pas un échec. Parce que tout ce qu'on aura fait, les gens qui plantent leur boîte, mais qui sont arrivés à des niveaux que peu sont arrivés, c'est pas grave. En fait, ils ont fait quelque chose d'énorme, quoi. Et pour moi, même si l'aventure s'arrêtait demain, ça serait pas du tout un échec. Ça serait une victoire parce qu'on a monté une équipe de 8, parce qu'on a équipé des centaines de clients, parce qu'on a fait des choses que peu d'entre nous ont fait dans le son aujourd'hui et on s'éclate, quoi. Donc, je pense que c'est pas parce que déjà tu plantes une boîte que c'est un échec. Et ensuite, je pense que euh, le plus dur, en fait, c'est d'arriver à garder de l'objectivité sur ce que tu fais. Et souvent, quand t'es dans l'eau, c'est là où les entrepreneurs plantent. C'est parce qu'ils ont plus de recul. Et nous, la grande chance qu'on a, c'est d'être trois. Et à trois, tu as beaucoup plus de recul sur les choses et tu te dis, attends, mais là, on galère depuis tant, c'est que c'est pas la bonne voie, etc. Ou alors si, il faut pousser un peu plus. Et je pense que si tu arrives à te remettre en question, tu peux y aller. Mais pour ça, on a eu plein de phases qui ont été ultra dures. Et, et même souvent, on Ouais. dit, je suis pas certain que si on savait ce par quoi on est passé, on se relancerait demain, tu vois, de zéro. Mais ça, c'est sûr pour plein d'entrepreneurs parce que t'idéalises toujours ton projet. Tu dis, bon, on fait ça, dans 6 mois, on est C'est rentable, ça va ça. bien se passer. Mais non, mec, la Ça sera plupart du jamais temps, comme les gens, ça. ils sont rentables en 3 ans, pas en 6 mois. Donc, tu vas ramer, tu vas C'est te ça. sous-payer, tu vas faire ce que tu peux au début. Mais Ouais, ouais, donc, pour répondre à ta question, est-ce que tu as des échecs avant? Je pense que tu as des échecs toute ta vie, que tu bâtis dessus euh, et qui te rendent plus fort. Est-ce qu'on peut réussir un projet du premier coup? Du coup, moi j'ai envie de dire, on l'a commencé assez tard ce projet, on l'a commencé à 27 ans. Donc tu vois, on avait déjà 5 ans d'expérience pro, on avait d'autres expériences à côté. C'est déjà pas pareil que quelqu'un qui se lance après l'école, je pense. ouais, Parce que tu as toujours enfin, moi, la vision de la rentabilité, pendant 5 ans, j'ai géré des projets avec des coûts, hommes, entreprises, et ça, je le savais, du coup. Et les gens qui se lancent à 20 ans, 21, 22, c'est beaucoup plus difficile d'appréhender ça, d'appréhender la durée d'un projet, le temps qu'il met à se réaliser, d'appréhender, en fait, toute la durée financière. Parce que moi, on l'a tout de suite vu, ça, sur 3 ans, combien de cash il fallait avant que le produit soit fiable et rentable, quoi. Et quand tu le prends par cette dynamique-là, moi je pense que ouais, ça c'est ultra important en fait. Quand tu dis qu'est-ce qui fait que tu réussis là, c'est ta capacité à projeter l'autonomie de ton projet en termes de cash jusqu'à sa rentabilité et te garder ouais. assez de réserve quoi. Mais je pense que c'est vraiment, c'est un truc encore une fois, qu'on juge très mal, mais souvent, tu vois, j'avais la conversation justement avec des entrepreneurs précédemment où on parlait du fait que quand tu veux rentrer dans un incubateur, on te demande un BP sur 3 ans et que ça n'a souvent aucun sens. Mais en fait, ce qu'ils cherchent à savoir, est-ce que tu es capable de te projeter avec le cash C'est ça. et pour savoir si tu vas arriver à survivre. Parce que si cette donnée-là, tu n'es pas capable de la gérer, ben, tu n'arriveras à rien. Parce Ouais, c'est que sûr. parce que c'est ça, en fait, qui fait tourner notre monde et c'est un outil. Et si tu sais mal le manipuler, tu arriveras qu'à des mauvais Ouais, outputs, c'est quoi. sûr. Ouais, c'est sûr. Et en fait, il y a plein de choses qui demandent ou des BP, des trucs comme ça. Et après, ça apprend à rentrer dans des cases, hein, à faire.
à faire ce que les gens te demandent pour passer les étapes et les unes après les autres et voilà quoi. Pour moi, c'est des filtres quoi. C'est des filtres à motivation. Ouais, ouais, c'est possible. Après le truc que je reproche un peu aux incubateurs et à la voie royale de incubateur, après tu vas te faire financer, tu vas lever des fonds, etc., c'est qu'on voit ça comme une finalité au lieu d'un outil souvent. On se dit, ah ben, je vais rentrer Ouais. dans un incubateur et c'est bon, je vais être successful. Non, c'est pas rien à voir. Je vais lever des Ah fonds et ouais. ça va être le feu. Non, rien, rien. Ça va t'aider quand tu y arrives C'est déjà et que tu es ça. en galère et que c'est pour aller plus vite et plus haut au bon C'est endroit, ça. quoi. Mais tu étais déjà C'est en bonne exactement ça. direction. Sinon, tu iras nulle part. Et on a une très mauvaise opinion sur ça. Et j'aimerais bien que ça change. C'est pour ça que Mais je j'en pense parle que c'est en train de forcément. changer. Et en tout cas, le Covid est en train de faire changer ça parce que toutes les boîtes qui n'avaient pas des modèles sains sont en train de sauter là, Ouais, les ouais, unes après clairement. les autres. Donc aujourd'hui, les gens investiront plus sur des boîtes qui n'ont pas de la rentabilité, je pense. Et Il y a après, aussi. c'est vrai que nous, on est allé à l'incubateur de l'EM parce que, enfin, nous, en tout cas, on y était vraiment allé pour, bah, déjà, d'une, on va pas se le cacher, l'étiquette, parce qu'on a besoin d'étiquettes. Au début d'un projet, on a besoin d'espèces de coups de tampon. Mais surtout parce que nous, on venait pas du monde du marketing, de la vente et des finances. Et ça nous a appris beaucoup. Et je pense que c'est important de faire matcher l'incubateur avec les données qui te manquent Oui, dans ton équipe. clairement, voilà, c'est ça, c'est un outil. Mmh, Quel outil tu as besoin pour arriver à tes fins? Toi, tu viens d'un monde où c'est la construction. c'est Donc, ça. tu vas avoir forcément besoin d'outils, quoi. T'es pas un génie, Mmh, tu vas pas les faire naître dans ton esprit c'est ça. comme ça, Ouais. toutes les solutions. Donc, forcément, tu as besoin d'outils et ça peut être dans un incubateur, ça peut être de plein de façons différentes. Toi, c'est celle que tu as choisie et c'est très bien, je pense. Et Mmh. d'où, si on est là maintenant, c'est que ça a très bien marché pour le coup. Ça a marché. Après, parce qu'on a mis de l'huile de coude aussi, Ah mais ben ouais. bien sûr, mais toujours pareil, hein, Mmh, l'outil, si la pioche, si tu la laisses devant toi et que tu la regardes et que tu dis vas-y, elle fait rien. C'est c'est toi qui ça. en chie C'est un quand même. peu ça. Exactement. Mais Exactement. Mais ça, c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé, ouais. Mmh. ok. Et du coup, on va revenir à ma question précédente qui était un peu comment t'en es arrivé à l'idée de ce projet là. Qu'est-ce qui, parce que de passer de la construction à l'audio comme ça, il est où le pont? Alors déjà, on a toujours été fan de son, mais comme beaucoup de gens, hein, enfin, les Français, la moyenne d'écoute, c'est 2 heures et demie de son par jour. Donc tout le monde écoute beaucoup, beaucoup de musique, quoi. On s'en rend pas compte, mais c'est un truc qui nous. Et ensuite, bah parce que en fait, tu sais, nous, on est des ingés, hein, donc on a posé 15 idées, 15 projets, et puis on a dit dans lequel il y avait déjà dans lequel on allait s'éclater assez longtemps pour que ça nous fasse rêver. Dans lequel, puis on est jeune aussi, donc on avait plus envie d'un projet un côté un peu sexy, un peu cool, que de commencer tout de suite par un truc ultra technique, etc. Il y avait le côté logiciel. Bah forcément, quand tu as les compétences logicielles, on est déjà moins nombreux sur le marché, donc c'est plus simple. Après, au fur et à mesure, le projet s'est construit, mais on a choisi celui-là parce qu'il nous parlait, parce que c'était un côté fun, un côté jeune, qu'on connaissait, qu'on maîtrisait. Le son, on a toujours adoré ça. On avait monté une radio quand on était étudiant, Ouais. donc ça nous parlait aussi. Moi, j'ai fait pas mal de musique et voilà, ça nous parlait. Maintenant, on a monté ça. Demain, on montera peut-être autre chose de plus. Le problème de la musique, c'est que t'es pas vu comme très utile au début. Et c'est ça le combat qu'on a dû mener, tu vois. Quand tu vas voir des financeurs, des trucs comme ça, putain, la musique, faut y aller. Hein. Pour que les mecs te financent, c'est compliqué. Mais Ouais. tu passes plus pour un fumeur de joint que pour un entrepreneur. Hein. Quand tu vas présenter sur un projet dans la musique, c'est compliqué. Hein. Mais on a montré qu'il y avait un vrai modèle, qu'il y avait un vrai intérêt, qu'il y avait un vrai marché. Et une fois que tu as fait ça, bah, là, on a commencé à s'éclater. Quoi. Mais on Et en est venu un peu par hasard. Hein. ouais, ouais, ouais. Et je vois bien le dénouement maintenant. Et j'aimerais un peu savoir si tu es capable de mémoire de nous donner les trucs que tu n'aurais pas sélectionnés comme idée. Pour voir un peu comment t'es arrivé à choisir, c'est quoi ton chemin pour te dire ça c'est une bonne idée, ça c'est une moins bonne idée, tu vois. C'est vraiment un truc que je trouve qui est important en tant La qu'entrepreneur, première question, cette c'est, capacité à filtrer. je pense, c'est de voir le marché concrètement tout de suite. Est-ce qu'il y a un vrai marché ou pas? Comment tu Euh, l'as testé? Tu peux avoir des nous en fait on a regardé autour de nous les gens qui en fait nous on fournit du son pour les pros et on s'est très vite rendu compte que c'était un marché qui était très peu ou mal adressé tout simplement parce que il y a 800 000 sites en France qui écoutent du son des sites pros le mastodonte qui est en France celui qu'on équipe le plus c'est Mood Media il en a même pas 15 000
Donc, si tu veux, tu vois la taille du marché par rapport aux plus grosses qu'il adresse, Ouais. tu dis, bon, ok, il y a du taf. Ensuite, il y a pléthore de gens qui en vivent et qui sont dedans. Donc, c'est-à-dire que tu peux te frayer une place assez facilement. Et ensuite, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que ce géant-là, pour certains clients, il leur envoie encore des CD, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, tu te dis, bah ouais, il y a un truc à faire en fait. Il y a quelque chose à faire de jeune, de fun, d'efficace. Et même si je prends, alors j'aime pas trop cette réflexion-là parce qu'elle est souvent fausse dans les BP, mais même si tu te dis, si j'arrive à récupérer 5 ou 10% du marché, je suis largement rentable, quoi. Et je suis largement, et j'en vis, quoi. Et on peut vivre ça veut dire à 15-20 personnes, enfin à 15-20 acteurs du marché, on peut vivre ensemble, quoi, là-dedans. Donc, voilà. Ok. Donc, comment on l'a choisi déjà parce que ça nous éclatait, parce que ça nous parlait, parce qu'on voyait plein de lieux dans lesquels nous, on allait consommer, des restos, des bars, des hôtels. On voyait que c'était mal géré, c'était nul. Quand tu rentres dans un hôtel, quand tu vas moi je suis de Lyon, quand tu vas dans un bouchon lyonnais et que tu as de l'électro, ça me rend ouf. J'adore l'électro, mais j'écoute pas de l'électro dans un bouchon lyonnais. Quand tu vas chez Paul, dans les boulangers, et nombre sont les boulangers qui adorent le hard rock. Moi, j'aime le hard rock, hein. Je kiffe ça. Et quand tu vas acheter ton pain le matin à 8 heures, t'as tous envie d'entendre du Iron Maiden. Et Ouais, c'est c'est ça le peut-être un truc, tu peu vois. déplacé, ouais. Et en gros, on avait envie d'apporter du pro là-dedans, quoi. Et, et voilà. Et donc, du coup, on a vu qu'il y avait un gros marché, on a vu qu'on avait les compétences qu'on sentait pour le réaliser. Et, Ok. mais il y a Du coup, d'autres maintenant, tu peux peut-être projets. expliquer qu'est-ce qui fait ton projet finalement. Ça, on a fait un peu les tours, mais comment tu le pitches d'habitude? Très concrètement, l'ensemble de l'expérience client dans un lieu, dans un établissement doit être maîtrisé. Et nous, on s'occupe des oreilles. Donc, un marché d'intérieur va s'occuper des yeux, le ménage va s'occuper du nez, nous, on va s'occuper des oreilles. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit entendre? Alors, il y a des endroits où on doit entendre le silence. Brasserie, même écouter le bruit des couverts, le bruit de la cuisine. Et ça fait Ouais. partie de l'ambiance. Donc là, c'est logique de ne pas passer de musique. Mais un cabinet médical, que tu es dans la salle d'attente, que tu as un silence de mort et que tu C'est pas ouf. entends le gars qui essaye de chuchoter le fait qu'il a un furoncle au cul à la secrétaire et il aimerait bien qu'on l'entende pas, ben c'est ça. Ben là, tu te Ouais. dis peut-être qu'un petit son qui passe bien, ça déstresse les gens, ça recrée de la confidentialité et ça fait que tout le monde passe un meilleur moment, y compris les employés, y compris la secrétaire qui est au quotidien là-dedans et le médecin qui reçoit les personnes, etc. Et là, en fait, tu te rends compte du potentiel du truc. Tu te dis, OK, on a dit ça, on parle donc du retail, des boutiques, on parle de l'hôtel, on parle des spas, on parle des cabinets dentaires, on parle des gares, des aéroports. En fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de lieux dans lesquels tu peux travailler un univers son cool, en accord avec son ADN, et tu peux t'amuser. En fait, tu peux faire la place à des DJ, à des designers sonores si tu as un bel outil. Donc, nous, c'est ça qui nous a éclaté. En gros, c'est comment on aide techniquement et artistiquement à faire en sorte que l'expérience client dans un lieu, auditivement, elle soit très cool. Mais des fois, ça nous amène à aller sourcer des produits improbables. Tu vois, là, on a commencé à bosser avec des agences bancaires. D'accord. L'agence bancaire, elle a au service marketing quelqu'un qui s'est fait chier à penser le nouveau concept de la banque, tu vois, mais qui a oublié le son. Qui dit, bah, de toute façon, moi, ma banque, elle est belle, tu vas pas commencer à me rajouter des verrues avec tes enceintes. Et bon, c'est du son par la matière, avec des dalles de faux plafond, et ces dalles de faux plafond blanches font du son. Donc, visuellement, tu vois rien, et c'est tout ton faux plafond qui balance du son, de manière homogène et agréable, tu vois. D'accord, ouais. Et ça nous éclate, tu vois, de dire, bah, on est un peu ingé, on a trouvé la solution, on va adapter notre techno à ça, et ça, c'est trop cool, quoi. Et pareil, bah, t'imagines le marché. Il y a combien d'agences bancaires en France? Ouais. Il y en a à mort. Et pareil, Tu vois, l'attente, t'en c'est. as 15-20 000. 15-20 000. Imagine que tu vends ton système, allez, 50 euros par mois. Tu vois, le business Ouais. mensuel que tu peux générer. D'accord, ouais. Du coup, tu vends le soft, mais tu les aides aussi à s'équiper en hardware. Des fois, c'est des partenaires. Des fois, ils ont déjà leur prestat. Des fois, ils passent par nous. Nous, en fait, on essaye d'accompagner le client au mieux, quoi. Ouais. Des fois, tu vas faire quelque chose de très soft parce que, je sais pas, un salon de coiffure, il a très peu de marge. Déjà, le mec, il galère à sortir un salaire. Bah, enfin, je parle, pas tous les salons de coiffure, c'est comme ça, mais en général, c'est plus Oui. bah, eux, ils vont vouloir jouer le prix. Alors qu'un cabinet dentaire qui fait beaucoup de sous, il va pouvoir plus jouer l'expérience client, s'il est sensible ou pas.
Et en fait, c'est en gros, c'est quels sont les critères de la personne, son ADN, et comment tu fais pour que ça colle, quoi. Du matos son classique à de l'expérientiel. Voilà. Et donc, tu as un super marché, tu as plein de choses trop, trop sympas à faire. Et il y a d'autres acteurs qui font des choses très bien. Et moi, s'il y a un truc auquel je veux encourager les entrepreneurs, c'est parler avec vos concurrents. Rencontrez-les, parlez avec eux. Mais en vrai, il va pas te manger, quoi. Et tu vas apprendre des choses et tu vas comprendre et peut-être qu'en fait, vous pouvez bosser ensemble, quoi. Nous, on parle avec nos concurrents. On a un Ben méga oui. concurrent direct qui s'est trouvé que c'est un pote de pote et ça me fait plaisir de parler avec eux, quoi. Même si des fois, on se prend des marchés les uns les autres, c'est pas grave. Oui, c'est le jeu, mais en Mm, fait, c'est un peu comme jouer aux jeux de société, tu vois. Quand tu joues avec ta boîte dans la vraie vie, tu joues pas avec ta vie, quoi. Personne va mourir c'est si ça, tu plantes ta boîte. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc, autant essayer de jouer au maximum, d'échanger et de faire. Au pire, tout ce que tu feras en discutant, c'est que ben, toi, tu vas faire évoluer ton projet, l'autre aussi, et du coup, c'est ça sera ça. meilleur pour tes clients finalement. Mm, Donc, c'est juste un jeu à somme positive, quoi. exactement, Après, c'est sûr que si tu as décidé de rien branler et de pas faire évoluer ton produit, bah oui, tu vas perdre à force. Mais personne veut volontairement faire ça, quoi. c'est ça. Enfin, Tout comme de je l'ai parler de jamais son vu. projet au début, on fait tous l'erreur de croire qu'il faut pas en parler, de le garder pour soi. C'est la pire des conneries. C'est la pire des conneries de toutes. C'est personne te prend ton idée. Les gens, ils ont des projets, ils ont de leur énergie, elle est déjà prise ailleurs. Personne va décider de relancer exactement ton projet, quoi. Bah oui. Et puis même s'il lance et que tu l'apprends, ben lance-le et prouve que toi, tu sais mieux le Oui, faire parce que c'est c'est ton ça. projet. Oui. Mais ou alors c'est que tu étais nul en exécution et dans tous les cas, que ça soit toi Ou lui, ou c'est un pareil. autre, oui, oui, C'est voilà, ça. c'est pareil. Ça ne change rien. C'est l'exécution a Mm. une vraie valeur sur qu'est-ce que tu en fais de ce projet. Est-ce que tu l'amènes à devenir un truc ultra successful ou alors est-ce que tu sais pas le faire parce que t'as pas appris, parce que t'as pas les compétences, t'as pas les bons outils et tu l'amèneras nulle part de toute façon, quoi. Mm. Autant Ouais, que ça soit un autre qui le fasse et qui y c'est arrive. ça. Exactement. Ouais, Donc voilà. on est Donc, plutôt alignés là-dessus. ouais. Moi, c'est pour ça que je dis, parler avec les concurrents, etc. Donc voilà notre marché. On est face à une utilisation, j'ai envie de dire, notre concurrent principal, finalement, c'est pas quelqu'un, c'est pas une entreprise, c'est l'utilisation des gens qui font un peu ça à l'arrache, quoi. Donc on essaie de leur Ouais. dire, bah non, faut pas faire ça à l'arrache, quoi. Faut que ça soit bien travaillé et c'est important. Faut structurer, ouais. Mm. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je me suis toujours dit quand même ça serait bien qu'on est un peu comme dans les films, tu sais, t'as la bande son de ta vie et partout où t'ailles, c'est toujours la musique adaptée. Alors j'avais pas pensé au truc inverse où je me suis dit chaque commerce ou chaque endroit où tu vas va avoir la bonne musique. Je m'étais dit plutôt selfish en mode il faut que j'ai un moyen d'avoir moi la bonne musique adaptée. Mais c'est sûr que clairement ça change ton expérience d'avoir la bonne musique au bon moment au bon endroit. Ça a rien à voir. C'est Là, c'est exactement nous, c'est ça qu'on vend, quoi. Tu vois, quand tu arrives à un Starbucks, bah, tu veux un style de musique, un style de fauteuil, un style de café, parce que tu es là-dedans. Et peut-être que la demi-heure d'après, tu seras dans une brasserie, tu attendras autre chose, tu vois. Et en fait, la question, c'est comment ton expérience, elle est en adéquation avec l'endroit où tu es, quoi. Mm. Ouais, C'est ça non, qu'on travaille. ça me parle beaucoup. Et puis oui, si tu fous une playlist, bah, ça marche pas, quoi. C'est pas adapté à Non, l'heure, c'est pas adapté au moment, c'est des fois même pas adapté parce que c'est juste le goût du mec qui a mis la c'est playlist. ça. Et qui la lance quand il est pas là, parce que c'est le stagiaire, puis le stagiaire, Ouais, finalement, il sait pas comment ça marche, ou il a envie d'écouter autre chose. Enfin, ça va pas, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Ça me fait penser à mon père a un resto Mhm. et c'est arrivé où il revient tu vois, il allait faire les courses ou quoi, il revient du resto et là les employés du coup, ils ont mis leur musique à eux, tu vois? C'est ça. Mais genre ça a rien à voir avec l'ambiance du resto, tu vois? Tu fais: mais pourquoi? Genre, C'est c'est un ça. resto espagnol. C'est Bah genre, voilà, bah tu resto peux pas. espagnol, tu dois pas écouter du rock américain, parce que ça va pas, ça colle Ouais, pas. ça C'est pas l'ambiance qu'on doit y entendre, quoi. c'est ça, tu crois qu'ils vont penser quoi les gens qui viennent en tant que clients? On vient dans un truc, C'est c'est à ça. moitié américain, à moitié Mais c'est ça. espagnol, Ça sonne pourquoi? faux. Ouais, Et c'est voilà. ça et ouais, mais les gens je vois ce que tu dis parce qu'ils ont souvent pas conscience de ça. Au début, on leur a dit et ils ont dit: «Bah, ouais, je sais pas, moi j'aime bien cette musique». Ouais, OK, mais il faut l'adapter aux gens, quoi, pas que pour toi. Le côté qui marchait, tu vois, euh, qui est un peu, mais il faut savoir aussi qu'il y a des endroits où qui est pensé pour avoir une action sur toi.
Par exemple, dans un magasin de vin, ça a été prouvé que si on passe à la musique classique, en moyenne, tu vas acheter 15% plus cher. Tu vas te Ah, mais c'est sentir un sûr. peu plus. Ouais. Donc, tu vois, dans un pub irlandais, on fait de la musique qui est très rythmée, avec un BPM plus élevé, parce que ça te fait boire ta bière plus vite. Plus Hmm. le tempo est élevé, plus tu bois vite. C'est des études qui ont été faites, quoi. Plus la musique est connue, moins tu as l'impression d'attendre. Quand on veut enlever la Ah sensation bon? d'attente, on passe des musiques connues, ouais, que tu vas fredonner, tu vas la reconnaître, etc. Donc le temps passera plus vite pour toi. Et c'est Ah, mais que des choses ceci comme ça. explique les musiques d'attente quand tu appelles un truc au téléphone et que tu as C'est 1000 ça. plombes, c'est toujours des bonnes musiques connues, hein. Exactement. C'est ça. Donc tu vois, et en fait, on essaye de. Alors, si tu fais aussi attention à ça, tu peux avoir ce genre de choses, quoi. Donc, Ah, voilà. intéressant. Pour aller ultra Bon. loin, là, on remonte à carrément nos ancêtres, mais en gros, nos ancêtres vivaient, si tu veux, dans la nature. Quand tu avais zéro bruit, c'est qu'il y avait un danger, c'est qu'il y avait un prédateur. Et aujourd'hui, quand tu es dans le silence, tu as peur. Tu vas dans un parking la nuit, tu n'as aucun bruit, tu vas être un peu Ouais. speed. Tu vas faire gaffe. Tu vas être en alerte parce que c'est dans tes gènes. Eh ben, c'est pour ça qu'on fait de la musique dans les parkings, pour que tu sois pas stressé. Putain, ça Et va voilà. vraiment bien plus loin que ce que je pensais, quoi. C'est ça. Et c'est que des choses comme ça qui sont pensées, quoi. OK, ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu disais un peu, alors j'ai des questions un peu sur ton produit parce que je suis curieux. Tu disais tout à l'heure que tu permets à des designers sonores, à des DJ de pouvoir utiliser ton outil. Ça veut dire qu'ils peuvent publier sur ta plateforme des sons adaptés à des Bah, par endroits exemple, ou comment ça se passe? une fois que tu as installé notre système, après, tu vas pouvoir piloter les ambiances musicales. Donc, si quelqu'un a envie de laisser quelqu'un d'autre piloter son ambiance musicale, il va pouvoir le manager, quoi. Gérer quelle musique doit passer, etc., quel style d'ambiance. Donc, ça veut dire qu'en fait, nous, on est un outil, un logiciel. Mais demain, par exemple, tu installes notre système dans un restaurant, un directeur artistique peut pouvoir prendre la main, etc., quoi, dessus. Et D'accord. manager là. Mm. Du coup, tu es en train de dire que tous les DJ qui sont au chômage en ce moment, ils pourraient utiliser ton outil et gagner des sous. L'intérêt, c'est ça aussi, tu vois, c'est qu'un DJ, ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'un DJ, il est, quand il mixe, il mixe, c'est top, mais quand il mixe pas, l'établissement passe quand même de la musique. Donc, s'il peut Ouais. l'accompagner là-dedans parce qu'il est spécialisé là-dedans et qu'en plus il connaît bien le lieu, ça c'est trop cool. Et ouais. Oui, tu crées une ambiance. En plus, tu C'est crées une ça. expérience Mm. uniforme tout le long du Exactement. temps, quoi. C'est pas juste quand il y a le DJ. C'est ça. Hmm, Donc, ça, c'est tu vois, ça, intéressant. c'est aussi ultra intéressant de voir à quel point on peut travailler avec des gens aussi qui connaissent des lieux, qui connaissent des ambiances où nous, on peut pas tout connaître, quoi. Mhm. Je comprends pourquoi vous avez été excité par ce projet, parce que ça a Tu l'air vois, vraiment ultra excitant comme. tu vas peut-être monter le concurrent demain. Non, j'ai suffisamment de projets déjà. Voilà. Mais en tout cas, c'est super intéressant, hein. C'est vraiment un truc méconnu pour le coup, où il y a un vrai marché, il y a ça a une vraie utilité, quoi. Surtout ce que tu m'as dit tout à l'heure avec les petites Mm. astuces là, Ouais. qui sont assez ouf. Mais ok. Du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de où tu en es avec ce projet-là? Genre, niveau Mm. revenu, niveau client, qu'est-ce que tu peux nous donner déjà, combien de temps ça fait qu'il existe maintenant? Donc, la société a été lancée à fin 2016, donc on a 4 ans. On l'a montée avec 3 associés. Euh, OK. Enfin, on est 3 en tout. Et aujourd'hui, on a 5 collaborateurs. Donc, on est une équipe de 8. Euh, on a plusieurs centaines de clients, majoritairement en France, mais aussi un peu à l'étranger. On est la rentabilité est difficile à définir parce que j'aime bien quand on parle de rentabilité aussi dire quand même qu'on a beaucoup d'aides de l'État. Euh, on a tout ce qui est crédit Ouais. impôt recherche, tout ce qui est, on a beaucoup d'aides. Ça c'est important. Et il faut le spécifier aussi, tu vois. Aujourd'hui, tu prends de facto des produits comme le nôtre, des projets comme le nôtre en musique pour qu'ils soient rentables. C'est complexe. Donc, quand on a la rentabilité, il faut jamais oublier que toutes les jeunes sociétés, on est quand même dans un écosystème français qui nous aide beaucoup avec beaucoup d'aide, etc. Donc voilà. Donc ça, enfin, tu vois, nous, on a commencé avec 2 gens de chômage. Et j'ai envie de dire, le premier investisseur de chez nous, ça a C'est été ça. Pôle emploi, tu vois. Non, mais Et oui. enfin, il faut le rappeler aussi, tu vois, parce que c'est facile de dire on est rentable, on a quand même un cadre de, un écosystème français qui est quand même oufissime. La BPI, enfin,
Ouais. Ceux qui connaissent pas la BPI, je pense qu'ils se rendent pas compte. Moi, j'ai découvert cet organisme-là, hein, la Banque publique d'investissement, dont le concept, c'est mettez 1 euro, on met 1 euro, quoi. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Tu C'est commences vrai. à la bourse French Tech, dès que tu mets 1 euro, ils mettent 1 euro. Enfin, c'est. Ah, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à chaque fois que les gens font rouler des mécaniques en disant j'ai levé 1,5 million, non, ils n'ont pas levé 1,5 million, ils ont levé 600 000 et la BPI avec les banques ont rajouté 600 000. Donc ils ont levé 1,2 million. Mais déjà, on oublie de dire ça et de parler de ces mécanismes-là, etc., quoi. Et ça, c'est ultra important. Donc voilà, nous aujourd'hui, on est une équipe de 8, on a ces clients-là. Et puis, on bénéficie de l'écosystème français, il faut le rappeler, qui permet à des boîtes comme les nôtres de se développer en France, quoi. Ouais, de réduire le risque, de te permettre d'avancer plus vite. Enfin, ça, il y a vraiment un écosystème ultra puissant. En plus, je pense depuis ces dernières années, ça a encore plus accéléré. Et je pense que ça serait vraiment bien plus difficile si on les avait pas, quoi. Après, toujours comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des outils, quoi. Si tu les utilises mal et que tu t'es pris pour Crésus parce que tu avais levé beaucoup plus d'argent, mais que tu comprends pas comment gérer l'argent, tu vas l'acheter par la fenêtre. Et c'est ce qui est arrivé il y a pas longtemps. Une boîte américaine là, qui a craché cette semaine, je crois, Kirlib, un truc comme ça. Ok, Là. ouais. Ils ont levé à mort de thunes et en fait, ils avaient aucun moyen d'être rentables. Ils savaient pas comment faire. Ils ont cramé la thune jusqu'à la fin et fin de l'histoire, quoi. Ils ont fait attaque éclair sur un an et demi et banqueroute. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi ultra important enfin, il faut le savoir, c'est que la course à la rentabilité, c'est un marathon. Et après, ça continue encore derrière, quoi. Donc ça, c'est ultra important. Ça se fait sur la durée, ça se fait enfin, ça demande de faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, et là, ça marche. Ouais, et puis c'est un truc que tu remets en question souvent. Genre, avec ma boîte à Cachetori, là où je suis CTO, on vendait un fonds de service. Ah, et c'est facile d'être rentable quand tu vends du service, mais là, on a voulu créer un produit. Ben là, tu remets tout à plat et tu dis, bon, ben voilà, on a un an où on peut mourir, quoi, dans un an, alors C'est que ça. ça marchait bien, mais parce qu'on veut aller vers un nouveau truc. Et ça continue ad vitam aeternam, ça. Hein. C'est Mm. vraiment le. Ok. Donc, du coup, attends, plus de 1000 clients ou plus de 100? Non, plus de 100, quelques centaines, Plus de ouais. 100. Mm. Ouais, C'est ça. j'étais plus sûr. Ok. Et du coup, à partir de quand tu as commencé? Alors, on va pas dire de rentabilité. Il y a un autre truc quand tu es indie maker qui est un peu plus, je trouve, qui donne un peu plus de sens. Ça s'appelle la profitability. C'est l'idée que tous les gens qui sont dans la boîte au tout début, ils arrivent au moins à bouffer des pâtes chinoises. Tu vois, se payer des pâtes chinoises pour bouffer tous les jours. Donc, tu Alors, vois, c'est genre, on arrive à se donner un peu de sous pour survivre, quoi. techniquement, depuis le début, depuis le premier jour, on a vécu de ça. On n'a jamais vécu d'autre chose. Mais grâce à Pôle emploi. Donc déjà, au bout de 2 ans, on n'avait plus Pôle emploi. Donc du coup, on se payait nous-mêmes avec la boîte. Alors on se payait pas Ok. très bien, mais voilà. Donc techniquement, depuis le début, mais grâce à l'État français. Et ça, Ouais, faut c'est le ça. rappeler. Et grâce à votre propre argent, finalement, c'est au bout de 2 ans. Ça aurait pu être plus tôt ou c'était vraiment pile synchronisé? Ah non, 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 au contraire. On aurait préféré que ce soit plus tard parce que c'était chaud. Hein, parce que, Ouais. mais après, c'est bien, ça te pousse à te bouger, à aller chercher d'autres clients, hein, etc., quoi. Et il faut cette pression monétaire. Si tu l'as pas, si t'as pas la pression des payes, des URSSAF qui tombent, des machins, ça ne bouge pas, quoi. Et c'est en ça que je trouve très sain le fait d'être en mode croissance organique. C'est que tu Hmm. sais un sou est un sou et que quand tu prends le TGV pour aller voir un client, tu sais combien de clients il va falloir que tu signes pour que ce TGV-là il soit rentable, quoi. Et ça, c'est important. Ça, les gens doivent le comprendre, quoi. Parce que j'ai trop vu de mecs qui avaient levé des sous, qui se tapaient des allers-retours, qui profitaient, il y a un moment, il faut capter que ça a une valeur, que ça a un coût et qu'il faut rentrer du cash, en fait. Et du cash, c'est pas juste du chiffre d'affaires, c'est de la marge. Parce que tu as plein de Ouais. coûts. Tu as plein de coûts. Faut acheter Oui, des c'est ça. choses. Si tu rentres à mort de cash, mais que derrière, tu as le double De charge, ça n'a pas de sens. de charge, ça ne marche pas. Ouais. Voilà. Et c'est en ça que je trouve que la croissance organique est un modèle très difficile, mais très vertueux quand c'est mis en place. Ça me fait penser un peu à la différence entre acheter du lead tu sais, sur Internet, tu peux faire des ads ou du SEO, qui est un investissement qui met beaucoup de temps.
mais c'est naturel. Après, ça vient C'est ça, naturellement te voir et du coup, c'est plus un coût, c'est juste du positif, quoi. Et ça, c'est ça. Et ça nous, a on a rien à essayé, voir, quoi. ouais, et c'est ça qui, sur le long terme, ça marche beaucoup mieux. Ok. Eh ben, on Donc a voilà. pas mal avancé là. Du coup, je regarde un petit peu mes questions de partie 1. Je crois qu'on a fait tout le tour. On va un peu parler sur la partie 2. Ma première question en général, c'est quoi l'objectif avec tes projets? Donc avec ce projet, actuellement, vous voulez aller où? Bah, nous, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est déjà au quotidien d'être dans une aventure où on s'éclate avec des gens avec qui on s'éclate. Genre, on a monté une équipe qui est au top, de jeunes, qui est trop sympa, qui sont bien dans leur taf. On a un cadre de travail où s'ils veulent prendre une après-midi parce qu'ils ont une livraison, bah, ils la prennent, etc. Ou ils sont sur des projets qui les bottent. Et ça, c'est moi déjà l'humain, c'est primordial. Ensuite, bah, continuer à ce que le produit soit adoré par les clients, ça c'est primordial. Et ensuite, bah, nous, on a envie d'aller vite, de faire un maximum de sites, mais à la croissance organique. Donc, du coup, bah, ça prend du temps, faut faire ça bien, etc., quoi. Où est-ce qu'on veut aller demain? Il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire sur la rémunération des artistes, sur comment faire Ouais. monter de la data intelligente là-dessus, sur la mise en avant des jeunes talents. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus aussi. Sur de l'écoute un peu éthique. Enfin, il y a plein de choses trop cool à faire. Et aussi d'un point de vue technique sur comment on fait de l'écoute de qualité, en haute définition, avec un volume adéquat, etc. Enfin, il y a plein de choses trop sympas à faire. Comment on aide aussi les gens de cet écosystème à vivre là-dedans, les installateurs de son, enfin voilà. Et tout cet écosystème-là nous plaît beaucoup. Donc nous, on a vraiment envie d'aller chercher le leader français du son pour les pros dans sa diffusion, dans la gestion de sa diffusion. Voilà. D'accord, ouais. C'est vachement beau, je trouve, ta vision, dans le sens où tu as vraiment t'as pas envie d'être tout seul le premier. J'ai l'impression vraiment que tu veux porter l'écosystème avec toi à un meilleur niveau. Et je trouve que Mm. c'est un truc qui est de plus en plus, c'est une valeur. Tu vois, cet échange qui ressort de plus en plus, où avant on voulait toujours bah, faire la plus grande startup, la licorne, machin. Mais en fait, on se rend compte, et je trouve que c'est un feedback qu'on a de plus en plus, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une belle boîte, ben, comme elle est toute seule, et ben, en fait, le seul moyen qu'il y a, c'est qu'elle soit rachetée pour être dans un Mm. autre écosystème, genre américain, qui est beaucoup plus prospère. Et c'est le seul moyen qu'elle survive. Et en fait, bah ouais, peut-être que si on pense à notre écosystème et qu'on veut pas être juste tout seul, mais qu'on veut être tous Mm. ensemble, bah là, tous y arriver ensemble, quoi. Et Donc, moi, j'aime typiquement, beaucoup cette bah, vision. ouais, on arrive à bosser avec des gens qui installent du son, avec des gens qui font des spots audio, avec des gens qui sont DJ, il y a plein de gens trop cool avec qui on peut bosser. Ça, c'est top. Ok. Donc voilà. Eh ben, Ça, c'est la vision. ok. Du coup, j'ai une petite question par rapport à ton projet. Donc, tu m'as parlé un peu des idées que tu avais, que tu voulais explorer pour faire grandir ton projet. Et comment tu testes finalement une idée? Comment tu sais que ça, c'est une bonne idée pour le futur de ton projet? Tu as un peu un mécanisme pour identifier les bonnes choses à faire pour la suite? Puisqu'on ne connaît pas le futur. Il y a plusieurs choses qu'on expérimente. La première, c'est pour l'évolution du produit, tu as toujours dans ta base client, on va dire un tiers, une moitié de clients qui sont un peu chiants. Ces gens-là, faut les écouter, puisque c'est eux qui t'amènent au mieux. Il y a les gens qui, bon, ça tourne, ça fait le taf, ils vont pas chercher plus loin, et ça c'est top, parce que ces gens-là, ils te permettent au quotidien de vivre sans te faire déchirer en service après-vente. Mais tu as une partie des gens qui vont être un peu plus pointilleux. Et dans cette partie des gens qui vont être plus pointilleux, va y avoir une majeure partie de demandes, enfin, des demandes qui vont sortir de manière récurrente. Et ça, ces demandes-là, c'est l'évolution de ton produit. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a qui disent, bah, il y a de la différence dans le volume ou il y a tel ou tel problème. Et ces points-là, faut les faire évoluer. Donc ça, c'est pour faire évoluer notre produit. Et ensuite, pour faire évoluer, pour faire des nouveaux produits, bah là, c'est tout simplement, est-ce que les mecs sont prêts à payer? Moi, c'est exclusivement ça. Si un mec est pas prêt à payer, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, je Mais tu dis, fais quoi? Tu fais une landing pour ça ou tu fais bah, des tu calls discutes avec quelqu'un et tu proposes un truc, le mec te dit, ah ouais, c'est trop cool. Bah, tu dis, bah ok, tu payes le début. Si le mec te fait, ah non, ok, c'est que ça.
C'est que c'est pas si cool, c'est que tu es en train C'est de ça, me dire: «C'est cool exactement. juste pour me faire plaisir». C'est ça, exactement. À partir du moment où le mec est prêt à faire un chèque, c'est que tu as quelque chose de rentable, quoi. Si les gens sont pas prêts à payer, cas de, de beaucoup de projets, ça c'est difficile à comprendre. Nous au début on a commencé avec une version qui était pour nous qui était cool, mais en fait non, c'était gadget. Et ce que les gens cherchaient, c'était pas Ouais. vraiment cette option-là. Ce que les gens cherchaient, c'était autre chose. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut pas se le. Et moi, ce que j'ai à rappeler pour toutes les équipes, pour tous, c'est quand ils disent ouais, et si on faisait ça. Et je leur dis mais en quoi mon avis, alors j'ai l'expérience, en quoi c'est le terrain qui va nous prouver. Donc si on le sent, on le teste. Et puis le terrain dira si c'est une bonne idée ou pas. C'est pas ni à toi ni à moi de dire que c'est une bonne idée. Il faut tester. Est-ce que les gens sont prêts à payer? Et s'ils sont prêts à payer, qu'ils le testent, est-ce qu'ils en sont contents? Est-ce qu'ils le reprennent derrière? Oui, c'est ça. Tu as toujours le terrain, il te ramène toujours des informations, auxquelles tu aurais pas pensé, auxquelles tu aurais dit: «Mais non, rien à voir, j'aurais jamais fait ça». J'ai lu une histoire, justement aujourd'hui sur, je sais pas si c'est Greenpeace, je crois que c'est Greenpeace, si, au Japon, ils ont voulu faire une campagne marketing, pour, dire qu'il fallait pas tuer des baleines parce que, tu sais, là-bas, c'est un peu Mmh, un mmh. truc, Ouais, culturel et du coup, ils ont voulu faire voter le nom de oui, la mascotte, qu'ils voulaient oui, faire et en fait, le seul nom qui est ressorti, c'était un nom qu'ils voulaient pas du tout. C'était genre un nom totalement, rigolo, tu vois? Alors que c'est un sujet, pas du tout rigolo et du coup, ils étaient pas du tout d'accord. Ils ont refait un vote et là, internet a revoté, a reprouvé que c'était celui-là et pas un autre. Et ils ont fini par abdiquer et en fait, bah, cette mascotte a fait changer d'avis le Japon et fallait juste écouter, tu vois? Ils voulaient pas au début et puis finalement, ils se sont rendus compte que, ah, si ça ressort 2 fois ouais, quand même, c'est qu'on a peut-être loupé un truc. mais c'est ça. Et il faut accepter qu'on n'ait pas raison. C'est pas simple, hein. Oui, oui, oui et puis, en plus, souvent, en face, tu as des alternatives où tu es convaincu parce qu'il y a une bonne raison. Là, l'exemple que je te donne, il y avait un nom rigolo versus 2 noms pleins de sens profond, tu vois? Genre qu'il y avait une vraie Mmh. historique, un vrai sens culturel de pourquoi on choisit ces noms et à côté un truc rigolo. Genre, tu là, tu dis: «Bah non, enfin, on a» et tu sais, limite, ils avaient mis ça pour rire. Même eux, tu vois? Ils se sont dit: «Ça marchera jamais». Bah, c'est celui qui a été pris, quoi. Et c'est un peu ça dans ton projet, des fois tu te dis: «C'est bidon ça, et personne va le vouloir», alors qu'en fait c'est ce que tout le monde veut et que toi tu penses à un truc super compliqué qui a l'air génial, mais c'est trop compliqué en fait. Ou Ouais, alors c'est exactement. gadget, mais Ouais, c'est exactement ça. voilà, Et il faut que le terrain le prouve. c'est ça, c'est ça. Et tu as, donc du coup ton chemin toi c'est finalement c'est de parler avec des clients potentiels et de voir s'ils sont prêts à l'acheter. C'est comme ça que tu le C'est prouves? ça, exactement. Parce que si les gens sont pas prêts à l'acheter, Ouais, ça sert même pas, ça sert à rien ouais. d'essayer de commencer à bosser dessus. Est-ce que des fois, tu as l'impression qu'il y a des choses où tu sais que c'est une bonne idée, mais en fait, les gens sont pas prêts à l'acheter probablement parce qu'ils sont pas prêts encore, Alors, ouais, tu ce que vois? j'allais dire, il y a des fois, il faut un peu forcer le destin. Il y a des fois, il faut dire ça, j'y crois. On y va et on va leur montrer que c'est cool. Et moi, des fois, ça m'est arrivé de pousser un peu le destin et de dire, je me dis, là, tu vois, il y a pas longtemps, avec un client, le gars me dit, ouais, mais il faut que je l'écoute. Sans que tout et je fais, bah, écoutez, tout fait, tout, machin. Si vous aimez, vous le gardez. Si vous aimez pas, je repars avec. Parce que je sais que ça va lui plaire. Donc, il y a des Ouais. fois, oui, faut mesurer, parce que sinon, C'est tu repars avec c'est toujours ta une gamme question entre les bras, d'équilibre, quoi. de Ouais, c'est toute ça. façon. C'est un équilibre entre ton intuition et ce que tu as écouté de l'extérieur. Si tu fais qu'écouter ton intuition, tu vas faire de la merde et si tu fais qu'écouter l'extérieur, tu vas louper des bonnes opportunités parce que C'est ça. forcément, en tant que capitaine du projet, tu as acquis une Mm. certaine expérience et tu peux voir des choses que personne ne voit. Et Exactement. Donc, faut faire des choses qui arrivent longtemps, quoi. c'est ça. Bon, bah, je pense qu'on a plutôt bien résumé ce truc-là. Je pense Yes. que je l'ai même jamais bien résumé. Du coup, revenons un petit peu à, tes projets à toi. Est-ce que du coup, dans le futur, tu penses à faire d'autres projets autour de celui-là ou peut-être totalement à part? Bon, Ou, oui, parce il y a plein de choses qu'on veut faire évoluer dans ce domaine-là. Après, est-ce que au bout d'un moment, on en aura pas marre? Je sais pas. Et après, mmh on sait pas où en est la vie, quoi. Là, en plus, on a vu
les dernières annonces, c'est compliqué quand même. Hein. On est dans un cadre où on ne sait pas si demain on va être confiné ou pas à nouveau. Donc, on verra. On est vraiment dans un cadre où, encore plus aujourd'hui, où c'est wait and see, quoi. À Lyon, vous étiez dans le premier batch du couvre-feu ou dans le deuxième? Ouais, on est dans le premier. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai pas toutes les informations parce que je suis à Séville en ce moment et du coup j'ai les informations espagnoles. Enfin, je me renseigne là où je vis du coup. Mais ouais, c'est Ça vrai en est où en que Espagne? en Espagne, pour le moment, on est toujours sur le port du masque partout, comme il y a 2 mois en France. Ils pensent confiner ou faire un couvre-feu à Madrid, mais c'est pas encore. C'est c'est dans les cartons, quoi. Ok, Voilà. ah, Voilà, c'est globalement, rassurant. on est de toute façon, ils sont un peu en décalé, en fait. Ce qui, de ce qu'on voit dans les graphiques, des données, c'est que, ben, finalement, tout le monde se suit et fait la même chose, hein, peu Ouais, importe où, à mais en part, décalé. certains ouais, mais en décalé, quoi. Donc, ça devrait arriver, probablement aussi, Ah, le c'est seul rassurant. facteur, qui pourrait changer, c'est, qu'on trouve une solution, quoi. Mais donc voilà, Donc c'est voir la suite. Pour l'instant, c'est un peu wait and see. On avance. Ce projet nous plaît. Demain, est-ce qu'on le fera évoluer encore plus ou pas? À faire à suivre. OK. Bah, je pense qu'on va pouvoir attaquer, mes questions finales un petit peu. Oui, Parce que, on a eu une conversation, j'ai trouvé, parfaitement millimétrée sur, ce qu'on voulait dire. super. Du coup, j'ai la 1re des questions, mais je pense que tu as un peu répondu avant, c'est pourquoi tu t'es lancé en tant qu'indépendant, à créer ta propre boîte et tu pas, je sais pas, rejoint une petite structure puisque finalement tu étais dans une grande? Pourquoi tu l'as fait toi-même? Bah, j'avais besoin d'indépendance. Et je trouve que quand tu es responsable, enfin moi en tout cas, ça me que si ça merde, c'est sur moi qu'on va taper, quoi. Ça me bouge plus que s'il y a quelqu'un au-dessus, quoi. Mais voilà, Clairement, mais c'est que j'ai quitté une belle boîte, à cause de ça, parce que j'ai l'impression, peu importe ce que tu fais, pas c'est trop de ça, responsabilités, quoi. Tu es un c'est ça. parmi tant d'autres Et on a et besoin de se voilà sentir. ouais et je pense que quand tu as entrepris un petit peu, que ça soit au BDE ou même Ouais. dans une entreprise, après tu peux plus revenir en arrière, quoi. C'est C'est ultra ça. dur. Ou Donc, alors c'est en mode tu es en mode retraite, quoi. Tu plus envie qu'on te ouais. fasse chier et Et, tant que tu es jeune, je pense. et le challenge aussi. Moi, j'avais envie d'un challenge. Ça, c'en a beau. Et ça me plaît aussi. De se dire, on y va, on tente ça, on va voir. Quoi. Je comprends, ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est un beau pari, quoi, je trouve. Mm. Entreprendre, c'est, tu d'apporter ta pierre, au monde d'une certaine façon et est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu vas arriver à en vivre? Est-ce que tu vas arriver à Mm. apprendre suffisamment de choses? Parce que l'entrepreneuriat, le premier truc que tu dois faire, c'est apprendre, hein, parce que on n'est vraiment pas formé à ça Non. et beaucoup de gens l'oublient au début. Ils se disent: «Ah, je vais faire un projet, j'ai une super idée». Ouais, mais en fait, ce que tu dois faire, le premier truc, c'est te C'est nourrir de plein de ouais, choses pour pouvoir y ça. arriver. C'est exactement ça. OK, Voilà. et beh, du coup, on va enchaîner sur ma question d'après, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances? Euh, je crois qu'on m'a dit à peu près tout ce que j'avais besoin d'entendre. Non, on m'a dit à peu près tout ce que j'avais besoin d'entendre. Peut-être si, si j'avais besoin d'entendre plus pour la première feature, les premières trucs de ce qu'on a fait, enfin, et peut-être, mais j'avais besoin de le manger sur le terrain, mais c'était peut-être de comprendre vraiment ton besoin client, quoi. Ton besoin client. De quoi le client a besoin et qui est-ce qu'il est prêt à. Genre, Mmh. est-ce que ton truc c'est un gadget ou est-ce que c'est vraiment tu lui enlèves une épine du pied? C'est ça la question. Est-ce que tu saurais me dire là rapidement pourquoi, ta première version finalement ça a été un gadget et tu un peu loupé ce but-là? Ouais, parce qu'on était un peu, t'es un peu jeune et con, quoi. T'étais fun, enfin, t'es drôle, et tu trouves qu'un truc, parce qu'il est drôle, c'est cool, tu vois. Ouais, Mais parce qu'on avait besoin de prendre un peu d'état dans la gueule. Mais aujourd'hui, cette feature-là, elle tourne et elle est toujours trop cool et elle cartonne à des endroits. Mais c'est mais pas le fondement. Voilà. ouais, je comprends bien. Il Ça, y a c'est vraiment important.
un vrai choix de ce à quoi les gens sont prêts à payer, ce qui leur apporte vraiment de la valeur et ce qui va leur permettre de rester parce que tu crées des choses un peu spéciales pour eux. Et d'ailleurs, c'est pas caché, hein, c'est le mode jukebox. C'est le fait, nous, l'idée de départ, c'est que les gens puissent interagir en temps réel avec la musique. C'est ça, nous, Mmh. qu'on trouvait cool. On se disait que tout le monde puisse interagir et choisir la prochaine musique qui va passer. Et c'est pas ça dont les lieux ont besoin en premier. Les lieux ont besoin en premier, c'est un outil intelligent qui va gérer leur ambiance musicale. C'est ça dont ils ont besoin. Et ensuite, pourquoi pas une option de jukebox? Ouais et puis ça du coup, tu peux créer un moment cool, genre il y avait une putain d'ambiance et là tu dis: «Bah, pendant cette heure-là, vous prenez C'est le ça. pouvoir». Exactement. C'est exactement Oui ça. et là, du coup, ça crée une expérience, Mmh. Ouais, vraiment au-dessus. c'est ça. OK, je vois bien. Donc c'est pas oublier Hem, les bases. ouais, pas oublier les bases, ouais. Très bien. Est-ce que tu aurais une citation, à nous donner, une citation d'entrepreneur un peu qui te plaît beaucoup? Alors moi je suis un peu monsieur citation. Enfin, ils se foutent souvent de ma gueule parce que j'en ai plein au quotidien. Ouais, Donc bah, j'en ai donne tout vraiment là. beaucoup, C'est ton beaucoup, moment. beaucoup. Mais la première qui me vient à l'idée, c'est une phrase d'Henry Ford qui dit un avion décolle toujours face au vent. Et en gros, si ça décolle, c'est dans le dur, quoi. C'est face au vent. Tu décolles face au vent. Donc, Mmh. ça, c'est, Je ça, vois c'est très, ultra très bien le important. principe. Et après, à chaque fois qu'on est dans la merde, et il y en a une autre que j'adore, c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et il n'y a pas de truc beau qui est réalisé dans la facilité. Les trucs les plus beaux, ceux que tu vas avoir le plus, ils ont été réalisés dans la difficulté, dans les larmes et dans le sang, quoi. Et c'est ça. Le sens, c'est peut-être un peu violent, mais je comprends l'idée. Mais tu sais, quand tu sors d'un beau combat, c'est un peu ça, quoi. Même si tu t'es pas, c'est pas le vrai sang, mais c'est ça, quoi. Oui. Et tu t'es battu pour une sub, tu t'es battu pour recruter quelqu'un ou pour le garder, tu t'es battu pour motiver une équipe, tu t'es battu pour sortir une feature. Quand tu vois un CTO qui sort d'un week-end où il n'a pas sorti de chez lui, il s'est défoncé pour déployer un parc et il a galéré à cause de vieilles trucs dégueulasses ou parce qu'un client lui demande est-ce que c'est viable sur Internet Explorer. Alors, le mec il hurle, tu vois. Mais c'est ça, c'est ça, tu vois. Il l'a fait, et il est heureux, il s'en souvient, tu vois. C'est ça. Donc Je les vois deux très bien le principe. principales, c'est ça. Un avion décolle toujours face au vent et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est rigolo, ça fait vachement écho à ma vie en ce moment où, donc sur ta dernière citation, bah, souvent, tu vois, donc, je suis en remote, je suis CTO, ça se passe plutôt bien, je suis à Séville et souvent les gens ils me disent: «Ouais, mais tu as de la chance» et cetera et en fait, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est que je me suis battu pour la situation que j'ai C'est actuellement, ça, pour créer une boîte, pour avoir le projet, enfin pour tout et bah, ouais, ça demande de l'énergie, de l'effort, mais tu peux avoir des situations stylées, quoi, c'est si ça. tu t'y mets. Si tu es défoncé, c'est C'est pour de ça. autant au niveau entrepreneur que, si tu es pas entrepreneur, hein. Exactement. C'est, Donc parmi mes OK, citations, je dirais ces deux-là. parfait, elles me vont très bien. Elles me parlent et je pense qu'elles parleront aux auditeurs. Super. OK et bah, du coup, qui c'est selon toi que je devrais faire venir dans ce podcast à part toi? Eh ben, faut que tu fasses venir Richard Baron de Divor. Richard Baron, je ne connais pas du tout, mais Eh ben, il faut que tu le découvres. parfait. Quelqu'un Eh ben, je qui a bossé dans la restauration et qui a monté un super outil pour eux. Quelqu'un de très intelligent, qui maîtrise bien son marché et qui est top. Qui est top, vraiment. Qui est quelqu'un avec qui on peut parler, qui a une bonne vision des choses, qui a une bonne vision sur l'entrepreneuriat, sur sa rentabilité. Enfin, moi, c'est quelqu'un en qui je me suis vraiment retrouvé et qui est top. Voilà. eh beh, Richard, si tu nous écoutes, envoie-moi un message. Voilà. Je vous mettrai en relation. Parfait, on se fait ça tout à l'heure. OK et dernière petite question alors, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre? Dans Makers? Bah, LinkedIn, hein, c'est le plus simple, c'est le plus pro, c'est le plus efficace. LinkedIn pour Choco, c'est là où on publie tout ce qu'on fait, on publie beaucoup sur l'écosystème, ce qui se passe là. La personne de la com chez nous vient de publier une info ultra intéressante sur l'industrie de la musique qui va prendre très cher cette année. Voilà, on parle beaucoup de ce qui se passe sur le son, sur le son pour les pros et d'autres sujets. Et moi, sur LinkedIn, c'est le bon endroit pour échanger. Et voilà. OK, bah, parfait. Merci beaucoup.
C'était un Bah, merci épisode à toi. ultra intéressant. Bon, c'est cool. C'est trop J'ai sympa. vraiment kiffé. Si vous avez kiffé l'épisode, eh ben, vous pouvez envoyer un message à Hugo pour lui dire Avec plaisir. sur LinkedIn. N'hésitez pas aussi à noter le podcast sur, iTunes, ça nous aide pas mal à le faire connaître. Je pense que c'est vraiment important d'entendre ce genre de discours. Ça va aider beaucoup d'entrepreneurs, je pense et merci, à bientôt. Merci.